Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Un seul titre, audience dans la famille du guide spirituel des Ansar. Chérif Ousmane Madani Aïdara a reçu successivement ce samedi l'émissaire de l'Association des jeunes dynamiques pour le soutien à l'action des chefs d'État africains, le leader du Conseil supérieur des musulmans du Congo. Les échanges ont porté sur la paix. Le guide spirituel des Ansar a reçu successivement ce samedi dans sa famille l'émissaire de l'Association des jeunes dynamiques pour le soutien à l'action des chefs d'État africains et le leader du Conseil supérieur des musulmans du Congo. Le premier était venu remettre au guide une attestation de reconnaissance, tandis que le second était venu lui rendre une visite de courtoisie. Issouf Koulibaly. Fédérateur de plusieurs associations et des mouvements juvéniles à travers l'Afrique, l'Association des jeunes dynamiques pour le soutien aux actions des chefs d'État africains a décerné une attestation de reconnaissance au guide spirituel des Ansar pour ses efforts inlassables à recoudre le tissu social malien fragilisé par la crise sociopolitique de 2012. L'ambassadeur de la paix universelle et prêcheur d'un islam authentique, le guide spirituel des Ansar, Chérif Ousmane Madani Aïdara, a apprécié ce geste de la part de la jeunesse africaine. Le second visiteur du jour était le président du Conseil supérieur des musulmans du Congo. Accompagné par une forte délégation, dont le consul du Congo au Mali, l'hôte du jour était porteur des messages de paix, de sécurité, de l'entraide sociale et de l'affermissement de l'amitié et de la fraternité entre Maliens et Congolais. Vous savez très bien qu'on ne se connaît pas aujourd'hui. Nous sommes des frères depuis déjà des années. Donc je suis au Mali, c'est tout à fait naturel que je vienne saluer mon frère. Parce que vous savez que le shérif Aïdara, avec moi, en tant que président du Conseil supérieur islamique du Congo, et président du patronat du Congo, président de l'œil du peuple du Congo, donc nous sommes des frères. Et nous mettons tout dans la main d'Allah. Et la main de Dieu, parce que notre action, c'est pour aider nos peuples dans la paix, la crainte de Dieu et le respect des autorités. Et à ce niveau-là, nous disons que, alhamdulillah, on dit Dieu merci. Le Mali et le Congo, ce n'est pas l'ami, ce sont des frères. Ce n'est pas maintenant, depuis tant de colos, les Maliens ils vivent au Congo, le Congo vit au Mali. Bon, aujourd'hui, sans visite, c'est privé. Mais quand même, il a dit, même si c'est privé, je dois venir voir mon frère Aïdara. Comme Allah dit, Innama al-mu'minina akhwa wa aslah bayna akhwa wattaqullah. Bon, tous les musulmans, ce sont des frères. Bon, quand un musulman est venu dans un pays, tu connais personne, tu dois chercher vous au mosquée, tu trouveras vos frères. Bon, et c'est vrai, la politique c'est d'autre part, la religion est d'autre part. Bon, les Maliens qui vivent au Congo, ils vivent dans la paix. Le président Sassou c'est un homme de la paix. Même en Afrique centrale, il est doyen de la paix. Cette visite de courtoisie a été saluée par le bureau du groupement des leaders spirituels du Mali. Moi, en tant que membre de guide de groupement des leaders spirituels du Mali et en tant que imam, et chaque année, je visite Congo et je visite Pointe-Noire et Brazzaville. Donc, moi, pendant mes séjours au Congo, je suis sous les instructions de notre frère El Hadj Djibril Popaka, qui ne fait pas de distinction entre les branches et les tendances musulmanes. Il veut toujours que les musulmans s'attendent et qu'ils respectent leur l'autorité. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma aslih ra'i wa ra'iya. Dieu, il faut aider le dirigeant et le peuple. C'est autour d'un dîner offert par les guides à son hôte du jour que les deux leaders se sont quittés.
Un geste qui montre sans nul doute que l'amitié entre Maliens et Congolais est scellée à jamais. Forum économique pour le développement de l'entrepreneuriat pour la 3e année consécutive. L'événement s'est tenu les 21 et 22 octobre dernier au ministère de l'économie, de l'industrie et des finances Paris-Bercy. Le Mali à l'honneur était représenté par une forte délégation. Envoyé spécial à Amadou Diarra. Bercy, le temple de la puissance économique et financière de France, a rayonné aux couleurs des drapeaux maliens, africains pour la tenue de ce forum économique international. Ce rendez-vous d'affaires est une véritable vitrine ayant rassemblé une pléiade d'entrepreneurs et investisseurs afin d'échanger sur les nouvelles perspectives de l'entreprise. La délégation malienne composée de la représentante, chef de cabinet du ministre de la Promotion et de l'Investissement du secteur privé, des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et d'une poignée de femmes entrepreneurs. Tous se sont retrouvés au Palais du Luxembourg de Paris autour de 2 tables rondes majeures, la première sur les énergies en Afrique et la seconde sur le leadership au féminin, l'entrepreneuriat féminin. Quand vous devenez importante, que les uns et les autres savent que vous êtes importante, c'est en ce moment qu'il faut laisser un peu de place aux hommes. Et là, vous allez les avoir en compagnie, vous allez les utiliser. Voilà, vous allez les utiliser. Voilà. C'est ça ma force. J'ai été tellement, on m'a beaucoup fatigué avant d'arriver au sommet, mais une fois au sommet, vous avez des amis, quelques-uns qui sont vos ennemis, mais vous faites avec tout le monde. Et là, vous vous positionnez en force. Évidemment, quand vous avez la force aussi, il faut savoir la partager. Donc le pouvoir, ça se vit, mais ça se partage. Quand vous avez quelque chose pour donner aux autres, il faut leur donner. Comme ça, vous restez à votre place et vous êtes aussi respectés. Les PME, petites et moyennes entreprises africaines, constituent un véritable vivier d'emploi et les femmes y participent activement. Cependant, elles restent butées à de nombreux obstacles. J'ai compris que les femmes avaient besoin de se prendre en charge, de s'affirmer et de savoir ce qu'elles veulent. Mais malgré tout cela, il faut que nous comprenions que les femmes ont toujours été leaders. Leaders parce que ce sont elles qui s'occupent de la famille. Ce rôle de leader est devenu visible quand on a mis en place les institutions de développement. Par exemple, le FIDA, l'ONU Femmes. Au cours de cette table ronde, beaucoup de sujets ayant trait aux relations Nord-Sud ont été évoqués. Les femmes entrepreneurs d'Afrique résolument engagées à servir de locomotive pour impulser la croissance économique africaine. Femme entrepreneur, femme leader, ne te lève pas et tu vas te balader. Sache quoi faire, couvre-toi, protège ton projet, sache de quoi tu parles, forme-toi, sois forte. Pour réussir, il faut être fort, il faut avoir un caractère. Lorsque le papillon porte sa carapace, à un moment, il faut s'en débarrasser. La carapace, c'est quoi? C'est vrai, c'est la protection, mais pour se débarrasser de cette carapace, il faut se débarrasser de nos identités culturelles. Là où je suis née au Cameroun, on ne croit pas en la femme. On dit, toi, tu vas te marier, tu n'es rien. Mais aujourd'hui, je dis, c'est pas vrai. La femme sauve le monde. La femme est leader. Elle a un tel pouvoir qu'elle nourrit sa famille tous les jours. Sa famille ne se demande même pas. Lorsque ma mère a cuisiné, je ne lui ai jamais demandé pourquoi tu me sers ceci et pas cela. Je mange et j'aime ce que ma mère me donne. La femme est leader depuis le début. Les hommes d'affaires représentant d'importants lobbies également présents à ce forum pour apporter un soutien de taille aux femmes entrepreneurs. Donc c'est le côté papillon, comme elle a si bien dit, qui aujourd'hui est mis en relief et que tout le monde voit et sait de lui. Avec abnégation, avec persévérance. Et un avocat hier disait, Madame Kassela, qu'il est d'une persévérance et d'une témérité, il croit effectivement au succès. Et effectivement, c'est, je pense, la clé de ce qu'il est aujourd'hui. Il y a un président, chaque fois que Dieu fait et qu'il a l'occasion, il va rendre visite à sa maman. Et quand il arrive avec toute sa sécurité, avec tout son staff,
il se baisse et il baise les pieds de sa maman. Et sa maman lui dit, mon fils, tu es devenu un homme responsable, tu es devenu un chef d'État, ne fais pas ça devant tes hommes. Il a dit, mais ma maman, tu veux me priver de tes bénédictions? Tu veux me priver de mon paradis? Laisse-moi chercher mes bénédictions, laisse-moi chercher mes bénédictions et mon paradis, car c'est grâce à toi que je suis président de ce grand pays aujourd'hui. Une minute de silence a été observée en la mémoire de Fatmata Siré Diakité, citée comme bon exemple de femme battante. Puis des remerciements chaleureux de la présidente JIFA France à l'endroit de tous les participants. Rendez-vous est donc pris le mois de juin 2017 pour un prochain forum économique international. En marge des travaux de ce forum économique, Claudie Siard s'est exprimée sur la thématique du leadership au féminin. L'entrepreneuriat féminin peut-il être un levier pour la croissance économique africaine? Il est au micro d'Amadou Diarra. Le problème, c'est que l'on en soit réduit à poser la question. Les femmes sont des individus comme les hommes et donc l'égalité devrait leur permettre, en fonction de leur talent, d'accéder au même domaine, aux mêmes possibilités de réussite, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans un autre domaine. Donc la question se pose et il est bien dommage de la poser encore aujourd'hui en 2016 et j'espère que les hommes comprendront que le pouvoir, ou en tout cas l'espace, se partage avec l'autre. Ça me paraît essentiel. Il y a juste une chose qu'il faut comprendre. Nous ne devons pas, penser que le modèle occidental soit le modèle à suivre ou la panacée pour l'humanité. Je crois que nous avons un autre modèle à créer et parce que les Africains sont différents des autres. Donc lorsque nous parlons de démocratie, il faut que ce soit une démocratie qui nous ressemble. Lorsque nous parlons d'entreprise, entrepreneuriat, il faut que ce soit, là encore, quelque chose qui nous ressemble. Et c'est là où nous nous trompons souvent. Nous voulons ressembler à l'autre. Effectivement, merci de parler de mentalité, parce que les mentalités doivent évoluer. Et dans tous les domaines. Nous devons comprendre qui nous sommes et où nous devons aller. Et nous sommes aujourd'hui face à une forme de schizophrénie. Parce que nous voulons nous occidentaliser, dans le même temps ce n'est pas ce que nous sommes réellement, alors que nous pourrions bénéficier de tout ce que l'Occident a de bon, mais rester nous-mêmes pour être bien meilleurs et peut-être, qui sait, dépasser l'Occident. Nous devons construire et imaginer une autre humanité. Mais pour cela, il faut que nous ayons, parce que l'exemple vient d'en haut, des dirigeants qui aient cette vision-là, qui comprennent ça, et pas qu'ils fonctionnent sur un modèle un peu bancal. Et ce modèle bancal, c'est celui que nous connaissons un petit peu partout en Afrique, qui explique que les pays d'Afrique soient en queue de peloton des pays à avoir le plus haut niveau de vie, en termes d'industrialisation, en termes d'éducation, en termes de santé. C'est parce que nous n'avons pas encore trouvé la bonne stabilité. Ouais. Et nous devons trouver cette stabilité-là. Et pour cela, nous devons réfléchir à qui nous sommes, réfléchir aussi à sortir de la réaction typique et en permanence passionnelle, au lieu de prendre du recul sur les événements, de réfléchir. Nous devons arrêter de combattre aussi les nôtres et peut-être de dire, tiens, regardons ce que cette personne-là a apporté. Et pas juste dire, mais elle n'est pas de mon ethnie, elle n'est pas de mon pays, elle n'a pas tout à fait la même couleur de peau que moi, elle est née ailleurs. Il faut qu'on sorte de ça. Africa a besoin de ces diasporas pour pouvoir se construire et pour pouvoir grandir et pour pouvoir réussir. Comme j'aime à le dire, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Mais pour cela, il faut être dans le sens du partage également. Et moi, je suis là, d'autres sont là, soyons ensemble. La Chambre du commerce et d'industrie du Mali est l'un des partenaires privilégiés de ce forum économique qui vient de se tenir à Paris. Les femmes entrepreneurs maliennes ont pu bénéficier de l'accompagnement du président de la CECIM que je vous propose d'écouter. La Chambre du commerce et de l'industrie du Mali a été approchée à un moment par cet organisme de femmes, des accompagnements en France par rapport à un forum qui est organisé par JIFA. Moi-même, je devais faire partie de la délégation, malheureusement, au vu du programme de temps, on n'a pas pu y aller. C'est l'une des missions de la Chambre de commerce d'accompagner les entreprises, particulièrement des femmes. Aujourd'hui, des femmes sont en train d'initier ce genre des opérations.
c'est notre souhait le plus absolu de les accompagner. C'est dans ce sens que la Chambre a compris qu'il faut fortement s'impliquer pour l'accompagnement des femmes d'entrepreneurs aujourd'hui, pour la promotion du secteur. Bon, l'aide matérielle ou l'aide financière, peu qu'on a eu à apporter, c'est pour les soutenir, pour les accompagner à aller en France. On a mis une déléguée pour les accompagner. On a eu aussi à prendre en charge de certaines dépenses financières pour cette opération. Et on ne compte pas s'arrêter ici, même s'il y a d'autres activités de ce genre ici, au Mali et ailleurs. La Chambre est disposée toujours à accompagner l'entrepreneuriat féminin. C'est une obligation d'ailleurs que la Chambre accompagne, assiste des femmes entrepreneurs. Mais franchement, ce forum de ce genre à Paris, nous des relations de partenariat, relations économiques, commerciales, c'est un plaisir pour nous d'accompagner davantage ces structures-là pour faire la promotion des secteurs privés, surtout en particulier des femmes. Les instances du Haut Conseil des Maliens de France viennent d'être renouvelées. À cette occasion, son président nous a livré les grandes attentes de la communauté malienne vis-à-vis du Conseil des Maliens de l'extérieur, notamment de France. Écoutons-le. Monsieur Diamira, est-ce que vous pouvez nous parler de la composition du nouveau bureau du Haut Conseil des Maliens de France? Effectivement, le bureau du Haut Conseil des Maliens de France est un bureau qui englobe, si vous voulez, la sociologie même de la communauté malienne de France. Dans le bureau, nous avons les femmes, nous avons une vice-présidente qui est femme, secrétaire générale qui est femme, nous avons beaucoup de femmes dans le bureau. Nous avons des jeunes qui sont nés ici, des jeunes qui sont nés au Mali. Donc nous avons tous les âges dans ce bureau-là, mais nous avons quand même, c'est l'un des bureaux du Haut Conseil, de façon générale, du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, où on a enregistré beaucoup plus de femmes, où on a constaté aussi que les femmes ont des postes beaucoup plus élevés que les autres bureaux. Et lors du forum de la diaspora féminine, notre bureau a été cité en exemple et le Haut Conseil a pensé que dorénavant, il serait bien de s'inspirer du cas de la France où on a quand même fait une large ouverture en direction des femmes, en direction de la jeunesse. Pensez-vous que l'entrepreneuriat des femmes peut être un véritable levier pour la croissance économique malienne? Bien sûr, je pense que en ce qui concerne, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit dans tous les domaines de l'économie, les femmes doivent jouer un rôle très important. C'est quand vous regardez déjà au niveau des femmes, le pourcentage de femmes, un pays ne peut pas se développer déjà en mettant en marge les femmes, parce que c'est quand même une part importante de la population malienne de façon générale. Mais aussi les femmes, elles sont dynamiques, elles sont stables par rapport aux hommes, parce que moi je pense que quand on arrive à développer l'entrepreneuriat féminin, parce que les femmes se déplacent, migrent beaucoup moins que les hommes, parce qu'on va souvent avec les hommes, même s'ils ont les moyens, ils arrivent à développer leurs affaires, ils sont souvent même tentés d'aller ailleurs. Alors qu'en général, les femmes sont beaucoup plus attachées au terroir, à la ville, au village. Donc c'est un secteur qu'il faut vraiment mettre de l'accent et développer, parce que c'est là qu'il y a vraiment le vrai potentiel de développement. Quelles sont véritablement les attentes des Maliens vis-à-vis du Haut Conseil justement des Maliens de France, les attentes de la communauté malienne? Mais en fait, les attentes de la communauté malienne, c'est que le Haut Conseil, comme on l'a dit, joue l'interface entre les autorités maliennes et la communauté malienne, mais aussi avec les autorités françaises et la communauté malienne. Donc ça veut dire que nous devons pouvoir remonter les préoccupations et les attentes des Maliens en direction de notre gouvernement. Et parmi ces éléments aujourd'hui, nous savons que l'une des préoccupations qu'on a aujourd'hui, c'est par exemple tout ce qu'on voit comme les flux d'immigration clandestine. Vous avez constaté ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu la vie, soit dans le Sahara, soit dans la Méditerranée. Cette situation est due à quoi? Cette situation est due à un manque de perspective de développement. Donc souvent les jeunes sont désœuvrés, ils sont en manque de formation. Donc je pense que c'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en déshérence, qui essaient d'immigrer, et souvent au péril de leur vie. Donc ça c'est notre crainte aussi, parce que la jeunesse c'est quand même l'avenir de notre pays.
Donc notre souci aujourd'hui, c'est que, en tout cas nous, c'est ce que nous avons toujours fait en essayant d'investir au niveau du Mali pour le développement économique, en construisant des structures socio-sanitaires, des centres de santé, des écoles, en essayant de faciliter l'accès à l'eau potable à nos populations. Donc essayer de faire en sorte que les gens puissent se sentir mieux chez eux. Donc, mais il faut que tout cela soit accompagné d'une politique, donc d'une volonté politique, pour qu'ensemble on puisse réunir nos efforts pour donner de l'espoir à notre jeunesse. Au-delà de cela, en France ici, ce qu'on attend aussi, c'est d'avoir une représentation diplomatique et consulaire à l'écoute de la communauté malienne, telle que, par exemple, au niveau du consulat, c'est vrai que ces derniers temps, les choses, en tout cas depuis un certain temps, nous avons des consuls qui ont compris les enjeux, qu'il faut travailler de main dans la main avec le Haut Conseil, quand même, qui est la représentation de la communauté, et donc de manière, en tout cas, ensemble, qu'on puisse gérer en bonne intelligence les problèmes des Maliens. Et aujourd'hui, en tout cas, si j'ai un appel à lancer, en tout cas aux autorités maliennes, c'est d'appuyer en tout cas notre service consulaire, surtout ce qui concerne actuellement la question de la carte Nina. Les ressortissants des 4 cantons de Yilimani d'Agakane, regroupés en association à travers le monde, ont animé un meeting d'information et de sensibilisation ce samedi. Objectif, dégager des voies et moyens pour le développement de leur localité. Reportage Issouf Koulibaly et Samba Traoré. Créée le 3 septembre 2014 à Bamako, l'association des sectes de Yilimani d'Agakane, qui œuvre pour le développement des 4 cantons de Yilimani, a animé un meeting d'information et de sensibilisation. Le but de cette rencontre était de dissiper les tensions qui règnent à Yilimani d'Agakane d'une part, et d'autre part, porter leur aide envers leurs frères et sœurs à travers une politique de développement sectoriel. Le développement du cercle exige la paix et la cohésion sociale, l'entente, l'amitié et la fraternité. C'est pour cela que l'association Yilimani d'Agakane estime que les conflits sociaux dans le cercle sont des véritables goulots d'étranglement du développement. Avant l'indépendance, l'autorité des chefs coutumiers avait fait régner la paix dans nos familles respectives. L'entente et la cordialité soutenues par la solidarité sans faille ont permis à nos grands-parents de mettre sur pied un système communautaire qui encadre également les générations futures. L'ACID ne compte pas s'arrêter là. Nos projets en cours de réalisation, la construction de la maison de Dagakane, qui abritera une grande salle de conférence, un centre de formation et des logements. Un projet d'agriculture de grande envergure, dont les équipements compensent 2, une machine pour les fourrages qui peut aller jusqu'à 200 mètres de profondeur, 4 tracteurs agricoles polyvalents pour une somme colossale de 67 000 € TTC, ça veut dire toute taxe compris. Nous comptons sur le gouvernement malien pour son appui financier, technique, suivi et conseil. L'objectif est de créer 50 000 emplois dans le secteur de Yilimani dans les 7 ans à venir. Car on ne peut pas lutter contre l'immigration sans créer des emplois dans les villages migratoires. Certains politiciens de notre pays félicitent et encouragent les initiatives de l'ACID. Quand j'ai suivi le discours de leur président, un discours programme, je pense qu'on peut dupliquer ça sur toute l'étendue du territoire national. Chacun a besoin de ça. Et tout de suite, la réflexion que j'ai eue, vous avez des Maliens qui ont pris des armes pour dire que l'État doit faire, que l'État ne fait pas tout ce qu'il doit faire, et qu'il ne fait même pas ce qu'il doit faire. Parce que des budgets sont votés pour les populations, mais n'arrivent pas à ces populations. Vous avez donc des gens qui ont pris des armes et qui ont posé ce problème-là. Cette prise des armes a connu des débordements qui aujourd'hui est difficile à être maîtrisé. Mais de l'autre côté, vous avez de l'autre côté des citoyens qui se sont organisés, qui n'ont pas été envoyés par l'État à l'extérieur, mais qui ont compris qu'il faut développer leur pays.
Mais tous les deux sont confrontés au système d'État qui nous gère aujourd'hui. Et Yélimani le pose avec une si grande responsabilité qu'il se trouve confronté à la part que l'État doit jouer dans cette activité-là. Certes, cette association de Yélimani Drakane est une association apolitique, mais elle ne s'empêchera pas de prendre des dispositifs politiques pour les futures échéances électorales. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières en bref et en images, une compilation signée Marietou Diallo. Le référendum sur une nouvelle constitution pour lequel 6,3 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes ce dimanche a été émaillé par des incidents dans des bureaux de vote à travers le pays. Bien qu'aucun chiffre officiel n'ait été fourni, la participation semblait assez basse, bien en dessous des 54,5% enregistrés lors de la présidentielle l'an passé, notamment à Abidjan, la capitale économique du pays, alors que l'opposition a appelé à un boycott du scrutin. Pour le ministre de l'Intérieur, ces incidents ne sont pas censés avoir un quelconque impact sur les résultats de ce scrutin qui pourrait tomber ce mardi 1er novembre, publié par la Commission électorale indépendante CI. Les opposants d'Alassane Ouattara estiment que les modifications voulues par le chef de l'État ont pour but de renforcer la coalition qui les soutient. Le président affirme que ces ajustements permettront de consolider la paix après des années d'instabilité politique. À l'instar des Ivoiriens qui ont manifesté contre l'éventuel changement de leur loi fondamentale, les Mauritaniens ont manifesté contre le changement de leur constitution. Des milliers de Mauritaniens sont descendus dans les rues de Nouakchott samedi pour exprimer leur mécontentement face à la nouvelle constitution proposée. L'appel a été lancé par le Forum national pour l'unité et la démocratie, FND, une coalition qui comprend 15 partis, majoritairement de l'opposition. L'opposition déclare que le président Mohamed Ould Abdelaziz a prévu de changer la constitution pour étendre sa domination, même si ce dernier a laissé entendre qu'il ne se représentera pas pour un troisième mandat. La mort tragique d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures a suscité une vague d'indignation au Maroc où des milliers de personnes ont participé ce dimanche 30 octobre dans le calme à ses funérailles. Moussine Fikri, un marchand de poissons d'une trentaine d'années, est décédé vendredi soir à Al-Hoceima dans le nord du pays, happé par une benne à ordures alors qu'il tentait apparemment de s'opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise par des agents de la ville. Les circonstances effroyables de sa mort, filmées par un téléphone portable et diffusées sur Internet, ont choqué la population. Une photo de la victime inanimée, la tête et un bras dépassant du mécanisme de compactage a été largement diffusée sur les réseaux sociaux qui ont relayé plusieurs appels à manifester dans tous les pays et notamment dans la capitale Rabat. Dimanche, des milliers de personnes ont participé à ces funérailles. À Ouagadougou, c'est lundi matin 31 octobre, une marche populaire entre la place de la Nation et l'ex-Assemblée nationale est organisée en hommage aux victimes des événements des 30 et 31 octobre 2014. Le 31 octobre, le président Compaoré démissionnait et partait en exil après 27 ans de pouvoir. 2 ans après et un peu moins d'1 an après la fin de la transition, de nombreux Burkinabés attendent toujours un changement véritable. Adoption d'une nouvelle constitution, réforme de la justice, réforme des forces de défense et de sécurité, dépolitisation de l'administration politique, démantèlement du système de prédation des richesses du pays. Le terrain de football du Bangoni Diaguiné-Bougou en commune du district de Bamako porte désormais le nom du guide spirituel des Ansar. Ce complexe sportif a été baptisé Chérif Ousmane Madani Aïdara ce samedi. Une cérémonie au cours de laquelle la selle portant son nom a été dévoilée. Reportage Issouf Koulibaly et Ibrahim Koulibaly. Initié par les guides spirituels des Ansar, suite à la demande croissante de la jeunesse, soutenue par l'Association pour le développement de Bangoni Diaguiné-Bougou de l'artiste Bassegou Kouyaté et financé à hauteur de 13 500 000 francs CFA par les partis citoyens pour le renouveau PCR d'Ousmane Ben Fana Traoré, le terrain de Bangoni Diaguiné-Bougou,
qui porte désormais le nom du complexe sportif Chérif Ousmane Madane Haïdara, a été clôturé et sera bientôt aménagé afin d'accroître l'activité physique et sportive de ce quartier. Ce geste salutaire des libéraux a été apprécié par toutes les populations de la commune 2 du district de Bamako. Cette cérémonie de baptême a été meublée par des démonstrations de kung-fu, de taekwondo, d'haltérophilie et de football. Les donateurs, aussi bien que l'initiateur, ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour réaffirmer sa bonne foi envers son quartier, le guide spirituel des Ansars a remis une somme d'1 million de francs CFA au président de l'association pour le développement de Bakoni Diaguiné-Bougou pour qu'il s'engage davantage auprès de d'autres bailleurs pour accomplir les restes des travaux. Les uns et les autres ont prodigué des bénédictions pour le Parti citoyen pour le renouveau PCR d'Ousmane Ben Fana Traoré pour l'atteinte de ses objectifs. Voyons à présent quelques réactions au micro d'Issouf Koulibaly. Ce jour, samedi 29 octobre 2016, est sans pareil pour nous, population de Bankoni Diaguiné-Bougou. Démarré le 27 août 2016, les travaux ont duré 2 mois, jour pour jour. Nous attendons impatiemment ce jour, voir un jour le terrain de Diaguiné-Bougou clôturé. C'était un rêve pour nous. Nous disons merci aux notables de Diaguiné-Bougou, à tous ceux qui se sont battus pour que ce terrain reste le terrain de football, à tous les entraîneurs, à tous les anciens joueurs, au guide d'Ansardid, au président du PCR. Merci à tout le monde. Cette clôture pour nous va nous enlever une épine de nos pieds. Cet après-midi, je suis fier, je suis content. Et je viens de le dire tout de suite à l'ensemble de cette jeunesse qui n'aime pas être proche d'Ousmane Chérif Madane Haïdara. Je suis un homme politique, c'est vrai, président du parti. Mais je le dis, je le confirme, c'est vrai que je le fais aussi, quelque part aussi, il l'accepte. Parce qu'il sent aussi cette proximité, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il est de mon parti. Il faut que les choses soient très claires. Il le fait parce que quelque part aussi, je vois un homme qui défend des valeurs. Et parfois, dans votre regard, dans votre façon de vous voir, dans votre façon de vous comporter, vous sentez une certaine proximité. Et cela est justifié. Au-delà, la jeunesse de Bankoni Diaguiné-Bougou avait besoin de cela. Les terrains de football sont en danger dans nos communes. Les terrains de football dans cette commune 1 là, même parfois quelques terrains de basket sont mis en danger par même ceux-là qui sont chargés de les protéger. Le clôturer déjà le sécurise. Le clôturer déjà permet également de lui donner un avenir, de permettre également aussi que ce terrain se développe, que ce terrain de complexe sportif puisse également être honnêtement mieux aménagé pour le besoin de la jeunesse. Mais le clôturer aussi, c'est vrai, je le dis tantôt, il y a autre chose derrière pour porter son nom, donne également des chances pour que d'autres personnalités du monde entier se sentent attirées par ici pour également investir ici, pourquoi pas, pour que ce complexe se développe. Oui, je suis très content. Dans le Bankoni ici, il y a beaucoup de personnalités qu'on ne peut pas les compter même. S'ils ont baptisé un trait en mon nom, vraiment, je n'ai rien à dire que le remercier et demander au bon Dieu de nous aider tous et ramener toujours la paix dans notre pays. Je remercie bien Ousmane Ben Fana, c'est lui qui a clôturé le train là. Je lui remercie infiniment et Bassekou Kouyaté aussi. Demander à le bon Dieu de leur donner longue vie. Je suis tout heureux, hein? C'est une chance. Je crois de plus en plus, l'on se rend compte de ce que représentent les leaders religieux. Et quand la jeunesse s'approprie cette icône qui est Ousmane Madani comme élément fédérateur et comme élément de repère, je crois que en ce stade et dans ce stade, désormais ce serait une jeunesse éduquée qui sera là, où l'expression sportive se fera sans violence, sans
des mots d'insultes vulgaires parce qu'ils respecteront l'esprit et la personnalité de la personne dont le nom a été donné au stade. Alors donc, vivement de tels exemples, pour qu'ensemble, nous nous disions qu'au-delà des prêches, c'est le façonnement des mœurs. Qu'au-delà des mœurs, c'est l'homme, l'âme saine dans un corps sain pour que le croyant soit aguerri. Alors, et je crois que donc, donner le nom d'Ousmane Madane Aïdara à ce stade participe de cela. Merci à ceux qui ont baptisé ce stade ainsi. Et prions afin que des exemples suivent, et que cela transforme les hommes. Voilà la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.